Voilà, c'est une joie particulière de pouvoir recevoir aujourd'hui Léon Krier, le grand architecte, et j'avoue l'un de mes idoles personnelles pour tout ce qui concerne le nouveau bâti et la possibilité vraiment d'allier technologie moderne d'une certaine façon, ou le monde moderne avec une architecture traditionnelle qui suit les canons de la beauté éternelle. Léon Krier qui est surtout connu, j'imagine, de nos spectateurs grâce au village ou à la ville modèle Poundbury qu'il a pu édifier sur les terres du prince de Galles dans le sud de l'Angleterre. Léon Krier, ma première question serait reliée à la notion de beauté. La beauté est-elle juste une question de goût, quelque chose qui varie au gré des saisons, qui n'a pas de ou de valeur absolue, ou est-ce qu'il y a une beauté éternelle d'un certain point de vue auquel il s'agit de revenir et qu'il s'agit de décliner sous les différentes modes si on veut véritablement construire quelque chose qui soit ressenti instinctivement comme beau et juste par les humains? Je crois que ta question est déjà une réponse, parce que c'est clairement, il y a, en Angleterre, on dit, c'est tellement fameux que beauty is in the eye of the beholder, c'est-à-dire que la beauté, c'est ce que la personne a dans l'œil. Mais c'est intéressant, parce que la beauté, c'est la même pour tout le monde. Le problème, c'est qu'on doit être à la bonne distance de l'objet. Parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement belles, mais qui peuvent être extrêmement dangereuses. Par exemple, un grand feu, si la ville de votre ennemi, pire ennemi, est en train de brûler, vous pouvez même trouver à ça du plaisir. Je me rappelle mon beau-père, qui n'avait pas fait qui ne s'était pas voué à Adolf Hitler, n'a pas pu pratiquer son métier d'avocat. Il était agent d'une société allemande d'assurance. Il était près de Cologne quand ça a été bombardé par les 1000 bombardiers. Il trouvait que c'était un spectacle magnifique qu'il a coûté, alors que c'était une des plus belles villes du monde qui était sous le feu. Donc ça, c'est... Il faut voir vraiment ce qui est émotion personnel et ce qui est la vérité. C'est vrai que le feu est un très beau spectacle, mais quand votre famille brûle, c'est une catastrophe, une tragédie. Mais ce qu'il faut voir dans la nature, que tout ce qui est dans la nature, toute la nature à toutes les échelles est belle. Le cosmos, la planète, de très près, vous regardez dans un microscope, c'est toujours même très beau. Aucun peintre abstrait n'a fait des beautés comme si vous coupez une cellule en deux et vous observez ce qui bouge là. Donc, il y a beauté dans la nature, ça c'est une évidence totale, mais on doit être à la bonne distance. Et si on n'est pas là, moi j'ai eu une expérience absolument clé. J'étais dans l'avion au-dessus de Novosibirsk, qui de réputation est la ville la plus laide du monde. Mais c'était un matin, il y avait le soleil qui rasait la terre, je voyais de 10 km, c'était magnifique. Même si c'était peut-être des prisons, je ne sais pas. Mais si vous avez la bonne distance, tout ce que vous voyez autour de vous est beau. Ça, c'est la nature. Mais si on n'est pas à la bonne distance, ça peut devenir une tragédie. Et donc, la beauté, c'est pas une affaire purement personnelle. Mais quand quelque chose est beau, quand A et B et C sont à la bonne distance, la beauté sera la même et l'expérience de beauté sera aussi forte pour l'un et pour l'autre, même pour les brutes. Parce que j'ai l'expérience que maintenant, même des maisons qui ont été reconstruites à Francfort, les architectes détestent tellement, qui sont des reconstructions historiques, des bâtiments qui étaient là avant la guerre, avant la destruction, et on voit des gens qui ont l'air des tatoués, je ne sais pas quoi, que normalement je n'ai pas grande sympathie, mais qui viennent admirer et photographier ces bâtiments. Je crois que, mais qu'est-ce que ces tatoués on a à foutre avec ces bâtiments? Parce que c'est objectivement beau. Ici à Varsovie, la Stare Miasto est un chef-d'œuvre d'architecture et d'urbanisme, de matériaux, de proportions, de couleurs
même maintenant, la façon dont c'est utilisé, c'est absolument merveilleux. Il y a des magasins dans le sol, il y a des habitations au-dessus, il y a des écoles, il y a des institutions. C'est pratiquement une ville modèle parfaite. Aujourd'hui, pour tout le monde, on voit que tout le monde est enthousiaste. Les gens vont là la nuit, le jour. C'est un espace extrêmement beau et sympathique et tout le monde se sent bien. C'est un espace à échelle humaine. Et c'est un langage universel. Vous n'avez pas besoin d'expliquer aux gens. On voit toujours des guides touristiques, mais les gens comprennent ça. On n'a pas besoin de savoir quelle date exactement ça. En plus, si vous réalisez que ces constructions de Stara Miesto ne sont pas l'origine historique, sont des reconstructions d'après-guerre. Normalement, les architectes modernistes, ça, on ne peut pas faire. Mais c'était fait et c'est une démonstration que même dans un système communiste ou totalitaire, on peut faire des travaux artisanaux qui plaisent à tout le monde. Aux dirigeants, aux esclaves, à tout le monde. Parce que c'est une beauté objective. Quand on est à la bonne distance, c'est beau pour tout le monde. Et c'est ça qui est une valeur commune. À mon avis, qui unifie l'humanité, alors qu'on sait que les traditions, souvent ancestrales, traditionnelles, régionales, souvent divisent d'un village à l'autre, d'une vallée à l'autre. Les langues changent d'une rivière à l'autre. Maintenant, il y a une guerre entre une rivière comme le Dieppe et ou le Rhin, c'est la vieille division entre deux peuples. Mais la beauté des villes allemandes et des villes françaises traditionnelles plaisent aux deux peuples. Donc c'est quelque chose qui a allié l'Europe. La beauté des villes européennes, c'est dû à leur proportion, leur conception, leur espace, leurs rues et places qui sont très semblables de Rome à Copenhague ou à Stockholm ou à Varsovie. Et c'est ça qui unifie l'Europe. Donc les langues, clairement, les divisent. Et c'est cet espace créé par ce beau espace qui est agréable pour être même dehors, qui crée pour les familles la vie privée, un espace extérieur pour rencontrer d'autres vies privées et de devenir des citoyens. C'est la fabrique du citoyen, c'est l'espace public. Aujourd'hui, les législations, par exemple, en Pologne, sont tellement tyranniques et bureaucratiques et aveugles qu'on ne pourrait pas aujourd'hui construire quelque chose comme le Stara Miesto. Pratiquement impossible. Ça nous mène justement à la question corollaire de celle de la beauté, c'est-à-dire nous voyons partout en Occident, pas seulement en Occident d'ailleurs, que cette notion de beauté éternelle qui varie d'une région à l'autre, mais qui réside dans une saine utilisation des proportions, des traditions, une certaine intelligence, un certain ressenti architectural, et nous voyons cela disparaître. Nous voyons partout maintenant, que ce soit à Varsovie, à Berlin, à Washington, à Beijing, nous voyons partout ces horribles édifices en béton, en verre, en métal, poussés un peu partout comme des champignons, avec leur environnement absolument inhumain, leurs proportions démesurées. Qu'est-ce que le fait de passer sa vie entière dans un tel environnement, qu'est-ce que ça fait avec l'être humain? L'être humain, finalement, est-il imperméable à tout cela? Ou est-ce que le fait d'être tout le temps confronté à la laideur, finalement, affecte la psyché humaine? Quel est votre point de vue là-dessus? Je crois que tous les êtres sont nés avec des capacités qui sont pratiquement individuelles, mais qui sont formidables, qu'on voit chacun qui a observé des enfants, comment ils évoluent, comment ils demandent 1000 questions par jour, ou 300 questions par jour, je crois, statistiquement, comment ils sont intéressés à vivre, à développer leur talent. Maintenant, si on vit dans un environnement laid, et sans échelle humaine, et abstrait, et loin de tout, et isolé, en plus en mettant un masque, et je ne sais pas, étant menacé par des piqûres absurdes et dangereuses, que ça déshumanise, que les gens deviennent pratiquement comme des robots. Ils souffrent, mais ils ne savent pas qu'ils ont ce trésor en eux de talent qu'on devrait développer et qu'on peut développer par les artisanats traditionnels qui ont été formés par ces talents. Le piano a été inventé parce que l'homme a ce talent de jouer des instruments de musique, que ce soit le violon, le luth ou le piano. Donc ça, c'est une réponse à des talents qui sont innés. Maintenant, si on construit des instruments,
où les clés sont trop grandes, où seulement avec une note on a 35 variations de la seule note, il n'y a plus de musique. Et c'est exactement ce qui arrive avec la ville, que le zoning fonctionnel qui déconstruit la ville en énormes zones unifonctionnelles, c'est-à-dire on habite en A et on prend le train pour aller travailler en B et on va à l'école encore 2 heures plus tard. La suburbanisation de la ville est absolument insoutenable du point pas seulement écologique mais surtout psychologique. Parce que ça rend les gens aliens, ça détruit les familles, surtout avec une crise du pétrole, ça rend pratiquement impossible le transport entre ces zones totalement déshumanisées, beaucoup trop grandes pour aller à pied. Et c'est justement, je crois que ce n'est pas par choix démocratique qu'on va retourner à la ville traditionnelle, mais par fatalité. Que justement le problème des énergies aujourd'hui fossiles est tellement critique que maintenant tout le monde est conscient qu'on ne peut pas les jeter par la fenêtre tous les jours en faisant des banalités quotidiennes, surtout en allant à des travaux qui ne valent pas la peine. Mais c'est vraiment le choix aujourd'hui, le grand choix philosophique et politique, c'est qu'on doit retourner vers une société où on éduque les individus, les enfants, vers des êtres indépendants qui développent leurs travaux, leurs talents et qui à 18 ans ou 17 ans sont vraiment indépendants. Aujourd'hui, au contraire, les éducations primaires, même secondaires et universitaires, éduquent les enfants et les adultes pour devenir des dépendants, pour devenir purement des consommateurs, au lieu d'être des producteurs, comme dans les sociétés traditionnelles où chacun produit ce qu'il est bien pour produire, ce qu'il a le talent, ce qu'il est voué à faire bien en s'amusant et en jouissant de son développant sa personnalité. Aujourd'hui, on est réduit à des consommateurs. Et bien sûr, maintenant, le salariat universel qu'on recevra de l'argent pour se taire et pour mettre le masque et pour prendre n'importe quelle injection, ça c'est vraiment la fin du monde humain. Et qu'on va nous retirer si nous disons des choses politiquement incorrectes. Exactement. Ce revenu universel. Exactement. Non, il faut... Je ne sais pas, c'est très difficile. Moi, je suis pratiquement à la fin de ma vie et je vois que j'ai eu une chance incroyable qu'après le massacre de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu comme 50 ans, 60 ans de vraie démocratie en Europe. Je crois qu'on est arrivé à la fin et malheureusement, il n'y a pas de résistance assez forte. En Allemagne, il y a eu par exemple énormément de résistance contre les vaccins. Il y a eu des démonstrations colossales à Berlin, mais les médias n'en ont pas parlé. Il y avait 1 million de personnes 2 fois dans la grande axe du 7 juin, et les médias, on disait que c'était entre 17 et 25 000. C'est un mensonge tellement grotesque que vous croyez que c'est pas possible, ça doit se savoir. Mais c'est malheureusement, les populations sont soumises maintenant à un régime policier qui... On ne sait pas comment réagir, parce qu'il n'y a pas vraiment de contre-projet politique où un parti pourrait épouser vraiment une cause comme faisait avant le communisme, où on pensait ils promettent le paradis sur terre, et beaucoup de gens y croyaient. Après, c'était les prisons qu'ils ont réalisé. Mais il n'y a même pas de contre-projet à ce qui se fait maintenant, et on voit droit dans le mur. C'est extrêmement dangereux. Ouais. D'autant plus important de mettre en place au moins des contre-projets locaux, régionaux dans certains domaines, et justement la ville que vous avez construite, Poundbury, est l'un des exemples les plus magnifiques pour montrer que voilà, politiquement, idéologiquement, il n'y a peut-être pas encore de résistance unifiée et crédible finalement, mais au moins dans certains domaines, dans ce cas-là l'urbanistique, l'artistique, il y a des contre-projets et qui fonctionnent en plus relativement bien et qui donne tort finalement à tous les critiques dont il y a eu pas mal au début du projet. Alors peut-être que vous pourriez nous présenter en quelques mots les idées phares qu'il y avait derrière le projet et le fait que la réalisation vous donne très visiblement raison sur tous les points. Oui, Prince Charles est devenu très fameux pour les intellectuels. Il est sorti sur la scène intellectuelle en 84 en critiquant l'architecture moderniste.
Ça, c'était un scandale parce que c'était à la 100e anniversaire du Royal Institute of British Architects. Et lui insultait pratiquement à Hampton Court les architectes. Quand j'ai entendu ça, moi, je n'étais pas royaliste et de toute façon, ça ne m'intéressait pas la famille royale. Mais je dis, mais ce type, il est vraiment... Il est intéressant. Et je lui ai envoyé des choses et il a répondu. Finalement, il est venu voir un projet à moi. Il était demandé d'être conseiller et 1 an plus tard, il m'a confié le projet de Poundbury parce qu'il cherchait quelqu'un qui pouvait le faire. Mais il n'y avait personne qui voulait. Il y avait mon frère, il y avait moi, il y avait Christopher Alexander. Il y avait 2 ou 3 personnages qui faisaient ça et Andres Tuan en Amérique. Et il m'a choisi parce qu'il avait 35 conseillers. Il leur demandait, une fois on était assis autour d'une table à Highgrove dans le jardin, et il disait « How can I build Koreatown ?» Et les gens disaient « What does mean Koreatown ?» Et il m'a montré « Koreatown ». I want to build Koreatown. Je disais « Mais monsieur, vous ne pouvez pas faire ça. » C'était tous des modernistes. Hein. Et ça, c'est une théorie, c'est impossible de faire ça, ça n'a pas été essayé. Il dit, moi, je vais le faire. Alors, 1 an plus tard, il m'a demandé de faire ce projet. Et heureusement, tous ses conseillers étaient contre. Sa propre organisation était contre, le Conseil du Prince était contre. Ils ont calculé que la première phase du projet, on perdrait 160 millions, non, 160, j'oublie même, c'est tellement grotesque, millions de pounds, parce que j'avais une église, j'avais un village hall, j'avais certaines choses, mais qui n'étaient pas pour construire tout de suite, mais pour recueillir des fonds après. Ils avaient calculé tout ça comme perte. Moi-même, j'ai contrôlé les computer printout. Donc, il y avait un vrai complot pendant 5 ans. Et c'est seulement quand on a... Et même le Dutch, ils ont fait un contre-projet avec un autre architecte pour faire un suburb. Alors, le prince m'a retourné ce projet pour critiquer, et là, je les avais sur la... Mais c'est seulement quand on a trouvé un promoteur qui avait déjà pour Quinlan Terry, que tu as mentionné, qui a fait Richmond Riverside, qui est alors devenu le chef pour développer le projet du point de vue comme promoteur. Et alors on a commencé à construire, et une fois que la première rue était construite, là, les gens disaient, zut, c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas entendu, et ça devient sérieux. Ce n'est plus un jeu intellectuel, mais ça vient, et les gens habitaient, ils ont la famille, ils commencent à vivre, ils commencent à travailler là, et il y avait des petits business à se développer. Et puis c'est comme ça a pris 30 ans, on est maintenant au dernier quartier, et la ville fonctionne très bien. On a un autre projet au Guatemala, on est beaucoup plus urbain, avec 4 à 5 étages. Et parce qu'après, quand ça marchait, les critiques disaient oui, mais ça va pour des privilégiés, vous travaillez pour les... Non, c'était pour aussi une population mixte et des mixed income et beaucoup de travaux différents. On a même une petite zone d'emploi, mais la plupart des emplois sont entre les maisons. On a pour des choses bruyantes comme le travail du fer, on a juste en dehors au bord, mais c'est comme une ferme pour travailler. Et on critiquait, oui, mais ça va pour une petite ville comme ça de province. Non. La théorie qu'on a, qui est partagée par le nouvel urbanisme en Amérique, c'est une théorie qui est une théorie générale pour urbaniser la terre. Pas seulement une ville, une province, un pays, un continent. Ce sont les systèmes d'urbanisation universelle qui sont les mêmes en Chine qu'ils sont en précolombienne Amérique. Et ils doivent être appliqués aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les vies humaines, familiales ou individuelles ou de groupe sont très très peu changées par rapport au passé. On bouge beaucoup, mais ce qu'on vit, on dort dans des lits, on mange 2 ou 3 fois par jour, on fait des travaux autant faisant plaisir ou pas plaisir que possible. Ce ne sont pas on n'est pas révolutionné par la bombe atomique dans la plupart des vies personnelles. Bien sûr, l'ordinateur change beaucoup de choses parce qu'il étend les relations et ça, c'est un problème. Mais la vie urbaine n'a pas besoin d'être tellement différente. Au contraire, avec les stupides lockdowns, on a découvert qu'en fait, on peut très bien travailler aussi beaucoup à la maison. Bon, donc qu'est-ce qui est nouveau?
il y a certains types d'utilisation qui sont relativement nouveaux, où on n'avait pas de solution ni au 19e ni au 20e siècle pour des aéroports qui sont toujours dans un état de délabrement absolument terrible. Mais rien ne dit qu'on ne peut pas faire un aéroport d'une très grande beauté. Qu'en arrivant à Paris, vous n'arrivez pas dans une espèce de baraque, de bunker, mais vous arrivez déjà dans l'aéroport à Paris. Dans le film de Tati, c'est absolument magnifique, le Playtime, où il y a l'américaine, touriste typique américaine, qui part à New York, elle voit un poster Paris avec un bâtiment de verre qui part vers le ciel. Elle arrive à Paris, elle sort dans l'aéroport à Paris, elle voit exactement le même poster disant New York. Tout a été critiqué, la critique était extrêmement virulente contre le modernisme. Mon oncle, le film, c'était les gens se croulaient de rire du modernisme, mais ça n'a rien fait pour l'empêcher. Il fallait un contre-projet généralisé qui a été développé aussi beaucoup en Belgique par Maurice Culot et l'atelier d'art urbain à Bruxelles qui ont fait des contre-projets dans les années 70. Les étudiants faisaient des contre-projets à la Cambre qui étaient fantastiques, démontrant que le gratte-ciel, on peut les construire à 3 étages. On n'a pas besoin d'aller au ciel pour la même densité pour construire à 3 et 4 étages. Des très beaux projets qui ont été publiés dans des livres absolument magnifiques. Bon, Maurice a été chassé de l'école, il est allé à Paris, il est devenu le directeur de l'Institut français d'architecture, section histoire. Il a fait des livres fantastiques sur l'architecture régionale française. Maintenant, il construit. Il a commencé à 70 ans à construire des projets. Il est un des grands architectes d'Europe qui devient une ville magnifique en France. Il y a partout des contre-projets construits maintenant, donc on ne peut plus nier. Mais ce qui est très difficile, pourquoi les grands médias ne parlent pas de ça. Plessis-Robinson, près de Paris, c'est une merveille qui a été faite par le maire Pumzek depuis 30 ans et qui est devenu, c'était un taudis rouge qui est devenu une ville bourgeoise. Magnifique. Oui, d'autant plus important d'en parler sur autant de médias que possible, de montrer ces exemples à la population et de montrer qu'au milieu de ce, appelons-le déclin de notre civilisation, qu'il y a au moins quelques signes d'espoir et qui montrent que ce déclin n'est pas inévitable, ou en tout cas qu'il n'est pas induit de manière inévitable par la modernité, la technologie, mais qu'il est un choix malheureusement, et que le choix contraire est tout à fait possible et tout à fait réalisable, comme le montrent aussi vos projets. Donc un tout grand merci en tout cas pour cette entrevue. Je suis sûr que notre public va adorer avoir aussi ce signe d'espoir, parce qu'on se complaît très souvent de parler de tout ce qui ne marche pas, mais de montrer au contraire quelque chose de constructif, de réalisable, de fonctionnel. C'est devenu beaucoup plus rare et je crois que nous devons vraiment tous mettre de plus en plus l'accent là-dessus. Donc un grand merci en tout cas pour l'entrevue et pour votre travail magnifique. On se réjouit déjà d'entendre parler aussi encore plus des cités que vous êtes en train de construire en Amérique.